Dimanche 21 octobre 2018, très heureux de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette émission, le décryptage. Donc, tout juste après le plateau de Le Débat avec Gilles Christ Kidi et ses invités. Nous retrouvons maintenant notre consultant politique à E-Télé Agapit Napoléon Maforican. Bonjour. Bonjour Muad, bonjour à tous les téléspectateurs. Vous êtes expert en gouvernance, consultant médias et communication. Il faut dire que tout juste après le décryptage, vous suivrez donc le journal de la mi-journée avec Marou Fabiola Boussari. C'est à 13h30. Voilà. Agapit Napoléon Mafori, quand vous avez suivi le débat de ce matin avec Maître Baparapé et Apolé Mérico Adjovi, lecture globale donc de cette émission. C'est une émission beaucoup plus technique. Quelques élans politiciens, des gens de positions, beaucoup plus de militants, notamment du côté de Maître Baparapé, militant des droits de l'homme, président d'une organisation des droits de l'homme. De façon globalement, on se rend compte qu'il y avait sur le plateau deux militants des droits de l'homme, donc qui ont gérer le débat en cette qualité, même si la nuance entre eux reste sur le comportement des avocats du camp Adjavon et la lecture globale de la situation quant à la suite, quant à la décision prise par la criette et la suite des choses. Quand vous l'écoutez, vous suivez le débat, vous vous rendez compte que M. Adjovi estime qu'il n'y a pas encore péril à la demeure, oui, dans la mesure où les avocats de M. Adjavon peuvent se pourvoir auprès de la Cour suprême, qui est l'organe, la plus haute institution de l'État en matière notamment juridictionnelle, et qui peut donc voir si toutes les conditions de défense, toutes les conditions requises, toute la procédure a été respectée, toutes les conditions pour un procès équitable ont été respectées. Si les avocats de M. Adjavon ont cette latitude, alors ça posait beaucoup de questions de savoir, mais pourquoi adopter la posture de victimisation et de profession de droit, enseignant aux colonisés la qualité de leur justice, la manière dont la justice africaine doit se comporter. Le débat aurait pu s'accentuer un peu sur cet aspect, parce que le Bénin n'a pas réécrit le droit. Le Bénin applique le droit. Le Bénin, les textes béninois, la plupart s'inspirent de ceux du colon, oui, enfin de la puissance colonisatrice de la France. Alors quand ces avocats viennent, adoptent des postures, disons, de donneurs de leçons, de moralisateurs, ils disent qu'ils n'ont jamais vu des choses, mais pourtant il y a pire qu'on peut évoquer chez eux par ailleurs. J'ai été ahuri, l'animateur n'a pas pu se présenter là-dessus, mais j'ai été ahuri de la violence extrême avec laquelle M. Mélenchon, un vieux du travail politique français, a accepté les perquisitions, a dénoncé la justice française. Et pourtant, c'est une justice dont certains représentants, dont les avocats sont venus nous faire la loi. Donc il a été même dit que cette justice était aux ordres d'Emmanuel Macron, ce qui se dit également mais bien sûr, comme Sarkozy a estimé que la justice à l'époque était aux ordres de François Hollande quand il a essayé de contrôler les affaires de campagne, et aussi le procès sur le présumé financement de la campagne française de Nicolas Sarkozy en 2007 par la Libye. Donc vous voyez, lorsque cette justice dont nous avons hérité de l'organigramme, sinon de l'architecture de la France, lorsque les représentants de la France viennent ici et viennent parler un peu en donneur de leçons, une posture très hautaine, et moi j'estime que déjà c'est pas pour le candidat, pas pour le prévenu, ce n'est pas une très bonne chose. Et il y a quand même suffisamment de bons avocats au Bénin. Ils vont plaider ailleurs. Donc,
quel est ce droit qu'on ne peut pas dire au Bénin que c'est les Français qui... Tout présumé a le choix. Ce n'est tout de même pas que des Français. Il y a un Béninois, il y a un Ivoirien, il y a 2 Français. Tout présumé a le choix de ses avocats, c'est clair. Oui. Et M. Adjavon a choisi librement ses avocats. Mais moi, en tant que Béninois, quand je les ai entendus parler, j'estime que j'ai aussi le droit de ne pas être d'accord qu'on vienne me donner des leçons. Nos textes ne sont pas parfaits. Sans doute que la criette ne peut pas faire l'unanimité. Nulle part. Tout ce qui est nouveau est sujet à polémique. Et quand ça trouble la quiétude des gens qui sont déjà habitués à une certaine routine, c'est normal qu'il y ait des réactions. Mais on n'a rien inventé. Les cours d'exception, les cours spéciaux, je veux dire, sont créés par la loi. Même les cours d'exception. Même les cours d'exception. Et justement, quand il y a la cour pénale spéciale pour le Rwanda, pour ça. C'est des cours d'exception au niveau mondial. Mais vous entendez... Et pourtant, il y a la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, les pactes sur les droits civils, politiques. Il y a eu ces 2 pactes je me rappelle, les pactes de 66. Et pourtant, il y a ces juridictions spéciales. La question ici est de savoir est-ce que les faits sont constitués. Est-ce que les droits des différentes parties sont préservés? Et si ce n'est pas préservé, il y a le niveau de recours. Quand on dit que la criette décide en premier dernier, mais c'est comme les cours d'assises. La criette juge les criminels. Crimes économiques, terrorisme. Tout comme les cours d'assises. Mais le client dont on parle aujourd'hui, le client de la criette dont on parle aujourd'hui, c'est un opposant déclaré. Je viens. Je ne veux pas pour le moment, je ne veux pas. Je parle du principe même de l'existence de la criette. Parce que quand j'écoute, on dit non, juridiction spéciale, c'est une négation de la démocratie. Alors, donc on ne parle pas de la même démocratie. Les cours spéciales, les cours d'exception sont créés par la loi. La loi est votée par les représentants légitimes du peuple. Alors, où est le problème? Vous avez suivi Maître Baparapé qui estime que, justement, que la loi qui a créé la criette, par exemple, c'est une loi scélérate. Il est libre, il est libre comme un citoyen. Et je ne lui apprendrai rien en lui parlant du ras, l'est et de l'est. La loi est dure, c'est la loi. Le principe, est-ce que la loi a été votée régulièrement? Vous voyez, on a appris les équations et les inéquations. On a appris des formules, on a appris des théorèmes. Est-ce que la loi a été votée suivant les normes requises? C'est oui. Est-ce que ceux qui ont voté la loi ont qualité à la voter? C'est oui. Est-ce que la loi passait par le contrôle de constitutionnalité? Ce n'était même pas obligatoire? C'est oui. Est-ce que la loi a été promulguée régulièrement? C'est oui. Est-ce qu'elle a été publiée? Je présume. La criette n'est pas une invention de Patrice Talon. Les membres étaient régulièrement nommés, installés. Mais où est le problème? Le problème. Donc, quand on tire sur nos structures, quand on tire sur nos... Qui parle de loi scélérate? C'est normal, je me rappelle en 90, on dit que la Constitution nationale est illégitime, et la Conférence nationale est légitime, enfin les communistes, oui. Il en est un, est illégitime. La Constitution est unique, des dispositions uniques, c'est le prolongement de l'impérialisme français. On a entendu tout depuis 90. Sur notre Constitution, par eux. Aujourd'hui, on dit que bon, la Constitution n'est pas respectée. Même ils les évoquent aujourd'hui. Avec le temps, le lexique va évoluer. La criette, dans 5 ans, ne sera plus vue comme celle d'aujourd'hui parce qu'elle est perçue aujourd'hui comme une arme pour abattre le peuple. Mais on peut dire que toute la justice est ainsi. La justice est une arme. Pourquoi c'est un pouvoir? Quand vous regardez l'organisation de la justice, regardez, la poursuite, c'est dans les mains du ministre de la Justice. Puisque c'est le parquet. Et le parquet, c'est qui? C'est le ministère public, donc c'est l'État. Dans l'organigramme, l'architecture judiciaire de type francophone dont nous avons hérité, le procureur est le représentant légitime du gouvernement dans l'appareil judiciaire. Alors, que ce soit en premier appel, en première instance, en appel, au moins là, je ne vais même pas encore en cassation. C'est toujours la même chose. Donc, l'initiative de la poursuite. Mais quand vous êtes poursuivi,
Vous êtes en garde à vue. On dit vous ne pouvez pas faire plus de 3. Après, on peut proroger 2. Vous ne pouvez pas dépasser, oui. Vous faites les 8 jours, on vous met en détention préventive. Vous pouvez rester en détention préventive des mois. Ce n'est pas la criette le problème. Le problème, c'est notre organisation judiciaire. Alors, les gens évitent d'aborder les problèmes de fond, d'aller au fond, et on va au cas par cas. J'ai écouté le professeur Bago sur la criette. Oui. Je dis, mais il pose des problèmes, mais on peut les poser sur n'importe quel niveau de juridiction. On peut les poser sur n'importe quel niveau de juridiction. Mais l'universitaire qu'il est, moi j'aurais bien aimé un colloque scientifique sur cette question. Moi j'aurais bien aimé un séminaire, une journée de réflexion de l'universitaire, des universitaires, des chercheurs sur le sujet. Et on va interroger la doctrine. On va interroger les jurisprudences. On va interroger les pratiques, la coutume. Et on va voir que, en fait, le problème lui-même, c'est qu'on a mis en place une organisation judiciaire qui fait que personne ne croit à la justice. Parce que, tant que ça vous frappe, vous avez l'impression que c'est la main de l'autre qui pousse. C'est là le problème. Donc, ça fait que, quand on s'attaque à Sarkozy, parce qu'il a dépassé les frais de campagne, il estime que c'est ce qu'il a fait, et que le ministre de la Justice ne peut pas ne pas être au courant des dossiers. Mais c'est la bâtisse qu'ils ont mis en place depuis des années. C'est ça qu'ils estimaient être la séparation du pouvoir. Mais cette séparation n'empêche pas le ministre de la Justice, le ministère qu'on appelle la chancellerie, contrôler tout au moins le dispositif de poursuite. Même si on dit qu'il n'y a pas, on ne peut pas donner des instructions de non-poursuite. Un coup de fil du ministre de la Justice au procureur peut tout changer. Un texto au procureur peut tout changer. N'oublions pas que nous sommes tous des hommes. Donc, on laisse le problème central et on va au cas par cas quand les intérêts particuliers sont en jeu. En venant à M. Adjavon, président Adjavon, c'est un justiciable comme tout autre, comme moi, comme vous. Mais c'est une personnalité effectivement en vue. Et comme l'a dit M. Baparapé, vu la personnalité, il y a beaucoup plus d'engouement. C'est normal. Oui. Alors, dans le cas d'espèce, ils ont opté pour une ligne de défense dont ils doivent assumer les pleines conséquences. C'est ne pas venir, évoquer la sécurité de la personne et ne pas se présenter. C'est un choix. C'est un choix. D'autres trouvent que c'est une option hasardeuse, par exemple. Non, enfin, hasardeux ou pas, c'est un choix. Vous savez, les adultes, quand vous êtes en pleine possession de vos sens, vous faites des options. Vous choisissez. Il a choisi. Il a choisi. Mais en choisissant, il offre à la justice les moyens de le juger en son innocence. Et l'un des moyens, c'est d'interdire à ses avocats la parole. Après, s'ils ne sont pas d'accord, ils vont à la Cour suprême. Et la Cour appréciera si, quand on a dit, même en l'absence du prévenu, le procès est réputé contradictoire. Le réputé contradictoire oblige-t-il à donner la parole aux avocats ou à ne pas leur donner la parole? Ça, ce n'est plus... C'est le procureur et le président du tribunal de la Cour ont estimé, surtout le président, puis c'est lui qui donne la parole, le président a estimé qu'il ne devrait pas donner la parole aux avocats. Au Conseil de la Défense. Au Conseil de la Défense, tout simplement parce qu'il n'était pas là pour être inculpé. Et que, donc, alors, s'ils ne sont pas d'accord, la Cour suprême va trancher en disant oui, c'est vrai, non, c'est pas vrai, et ça va rentrer dans une pratique. Compte tenu de la sensibilité quand même de cette question-là, on pouvait quand même renvoyer un peu d'abord. Non, ça a été déjà renvoyé une fois. Oui, déjà, donc, du coup, on pourrait... Donc c'est clair, et dans les médias, et sur les réseaux sociaux, vous avez compris. À quoi bon renvoyer de manière indéfinitive s'il faut trancher, s'ils peuvent trancher? Le problème n'est pas, les avocats étaient là. Soit le président de la criette donnait la parole, enfin le président de la... pas de la criette, mais le président de la séance, donnait la parole aux avocats, soit il ne donne pas. Il a fait le choix de ne pas donner. Soit le prévenu se présente ou ne se présente pas. Il a fait le choix de ne pas venir. On l'a repoussé, l'audience de 2 semaines. Dès lors, les choix sont clairs des deux côtés.
Donc, pourquoi vous voulez qu'il repousse encore? Oui, le problème est là. Comme je vous ai dit, on a fait dans les écoles, dans les niveaux inférieurs de l'école, on a appris à résoudre des équations, à résoudre des inéquations. Mais quand la situation est là, vous posez soit le théorème, soit vous descendez en toute logique, tel que l'opération l'exige. Dans le cas d'espèce, c'est aussi simple que ça. Une partie qui refuse de se présenter librement, comme je le dis, moi je n'ai pas de jugement à apporter là-dessus. Et l'autre partie qui, se basant sur les tests en vigueur, décide, donc, après avoir constaté une seconde fois l'absence du prévenu, donc sa volonté de ne pas être là, mais après avoir aussi essuyé des injures. J'ai entendu n'importe quoi sur le procureur spécial de la Criette. Il n'est pas le président. Il n'est même pas le président de la Criette. Lui, il est à la poursuite. Chacun n'a qu'à faire son travail. Mais il a été l'objet de tellement d'injures. Toute la cour a été l'objet d'injures. Sur les réseaux sociaux, par déclaration. Même le président Javon est intervenu sur une radio. Alors, quand vous avez ces choses, n'oublions pas que nous sommes tous des humains. Et que quand toutes les parties en jeu se mettent à crier, où chacun exhibe ses muscles, ce serait la loi du talion, ou alors le rapport du plus fort. Et dans le cas d'espèce, la loi est du côté de la Criette, puisqu'ils n'ont fait que exploiter les dispositions de nos tests. Lorsque normalement vous êtes aux affaires, vous ne devrez pas vous plaindre de ce que, voilà, il y aurait des injures à votre égard, parce que tout de même, des gens ont leur opinion. Personne ne s'est plaint. C'est moi qui analyse. Tout à fait. Personne ne s'est plaint. Vous avez une interview du procureur spécial qui expliquait plutôt comment ça fonctionne. Il ne s'est plaint de rien. Donc, il n'y a pas de plainte. Mais, quand vous analysez ces choses-là, comme je vous ai dit, l'organisation de la Criette n'est nulle part différente. On me dit, bon voilà, ils jugent en première, dernière ressort. Je dis, mais les cours d'assises font de la même chose pour le même type d'infraction. C'est les infractions jugées de crimes. C'est les crimes économiques. Ici, la Criette seulement se spécialisée dans les crimes économiques et le terrorisme. Mais la cour d'assises, c'est dans les crimes d'ordre général. Donc, pourquoi on peut accepter que les cours d'assises jugent en dernier ressort, premier dernier ressort, et que pas la Criette? La Criette est une création de notre juridiction. Et justement, vous parliez de cours spécial parce que d'aucuns estiment que c'est une cour d'exception et c'est véritablement prévu, on les constate, dans des États où la démocratie est vraiment mise à mal, véritablement. Est-ce que la Criette est créée pour un type de personnage, de criminel ou de prévenu particulier? Est-ce que la Criette est créée en visant une personne particulièrement? C'est ça, les cours d'exception. Sinon, c'est des cours de... Pourquoi la Haute Cour de justice est acceptée chez nous? Vous voyez ceux qui jugent à la Haute Cour de justice? C'est des politiciens, c'est des députés. C'est 6 députés, si je me trompe, 6 membres de la Cour constitutionnelle et le président de la Cour suprême. La Haute Cour de justice, les députés là, ils sont juges. Les membres de la Cour constitutionnelle ne sont pas des juges du droit judiciaire, dans le domaine judiciaire. Ils sont juges de la constitutionnalité des lois. Et pourtant, le constituant les a fait juges en toutes circonstances et en toute matière concernant les crimes qu'aurait commis le chef de l'État ou les membres du gouvernement dans l'exercice de leurs fonctions. Donc, ils apprécient le travail technique qui est fait par les techniciens de l'instruction judiciaire. C'est le Parlement, donc constitué d'hommes politiques, donc de gens totalement indifférents, à part, en dehors de la justice. C'est ce Parlement qui apprécie d'abord s'il faut faire la poursuite. Ensuite, on instruit les dossiers et ça revient encore au Parlement qui voit s'il faut maintenant enclencher le jugement.
Et c'est là que la Haute Cour de justice est saisie. Donc, on laisse le soin de l'appréciation, malgré le travail de la Cour, des chambres d'accusation, donc des juridictions et des personnes qualifiées, on laisse encore le soin politique à l'Assemblée nationale pour apprécier. Ça, c'est quoi? Comment on l'appelle? C'est déception ou c'est spécial? C'est le constituant qui l'a prévu. Et le législateur a édité la loi organique sur la Haute Cour de justice. Donc, c'est dans l'ordre normal des choses. Si au niveau constituant, on a eu ça, et on a laissé le soin à la loi de gérer les autres paliers de l'organisation judiciaire, et que la loi a disposé de cette manière, quel est le problème? Soit on est d'accord avec le modèle que nous avons, soit on n'est pas d'accord. Après, se victimiser chaque fois qu'on n'est pas dans une position d'agir politiquement, ça fait partie, c'est du classique désormais de la démocratie, de notre système démocratique. Ça rentre dans le classique de notre système démocratique. L'opposant se plaint. Comme je vous l'ai dit, Mélenchon a été franchement désagréable avec la République. Ouais. Pourtant, la France est une vieille démocratie. Quand vous regardez ça, vous vous dites, mais enfin, on est comme quoi. Enfin, ils ne sont pas mieux que nous. Voilà, tout de même, le Conseil de la Défense a eu une opportunité pour quand même aller devant la Cour suprême, même si on ne revient plus sur le fond, on revient un peu sur la procédure. Est-ce que la procédure a été respectée véritablement? Donc, il y a cette opportunité qui s'offre quand même. Oui, mais c'est ce que je vous disais. C'est ce que je vous disais. Il n'avait qu'à suivre les procédures, tout ce que la justice. Parce que quand vous avez injuré toutes nos juridictions, après, vous allez faire quoi? Quand vous injurez tout le monde, vous dites que tout le monde est nul, les gens sont nuls, il n'y a rien, que vraiment vous n'avez jamais rien vu de pareil, il vous reste quoi à faire alors? C'est comme vous giflez l'arbitre et vous continuez le match. C'est toujours lui qui va juger. C'est comme vous giflez l'arbitre et vous continuez la compétition. Il faut toujours un arbitre pour juger. Il faut être conséquent. Je pense que c'est normal que les avocats d'un prévenu, d'une certaine personnalité comme Adjavon, comme on le voit partout, qu'ils usent d'un certain stratagème. Mais on a vu dans le procès Métoyon que des avocats se sont fourvoyés sur certaines procédures. On peut le dire. Parce qu'il y a d'autres moyens aussi. Il y a d'autres mécanismes. Il y a d'autres manières de faire, toujours inspirées du droit et des pratiques, qui auraient pu peut-être orienter les choses autrement. Quand le juge, quand les avocats font les options, il faut qu'ils en assument les conséquences. Vous avez écouté Maître Oron là. Oui. Maître par exemple s'est offusqué que voilà, il est venu de... Mais c'est aussi un choix. C'est aussi un choix. Vous l'avez vu? Maître Oron a estimé que les avocats du président Adjavon se sont fourvoyés sur des voies tortueuses. Mais c'est un avocat. Il connaît le dossier. Connaît le dossier. Donc, quand moi je l'écoute, je dis, mais trêve de polémique. Si on veut parler science, on s'assied qu'on parle science. Si on veut parler politique, on s'assied qu'on parle politique. Mais il y en a qui se couvrent de leur manteau d'hommes de science et qui viennent déverser des propos politiques. Et qui gardent leur posture politique. Et qui embrouillent le peuple. Parce que c'est déjà facile de convaincre des populations. C'est devenu tout de même une habitude depuis quelques années. Oui, c'est ça un peu dans l'apanage de la démocratie. Et les médias sont très contents. Les médias internationaux, on voit comment au niveau international, bon voilà, on donne, j'ai écouté le ministre Tiangossou parler par ci, parler par là, mais il avait été hué pratiquement quand il quittait le ministère de la Justice. J'ai écouté le discours du président de l'UNAMAB à l'époque. On peut ressentir ces choses-là, en 2013. Vous allez voir. Mais alors, quand vous voyez le même ministre Jonathan Gosso aujourd'hui se faire le grand défenseur des libertés publiques des droits et se fait applaudir par les mêmes qui hier le traînaient dans la boue. Ou bien... On peut regretter les actes du passé. Il ne l'a pas fait. Au contraire, il pose les postulats. Il n'a fait aucun regret. Il n'a jamais dit je me suis trompé.
Et je retiens avec lui que le pouvoir est divin. Et qu'on doit respecter celui qui en est détenteur. Et ce qu'eux ne font pas. Ce qu'ils revendiquaient quand ils étaient aux actes. Donc, cette posture de victimisation et de diabolisation du pouvoir en place n'est pas nouveau. Ce n'est pas un phénomène nouveau chez nous. Ce n'est pas un phénomène nouveau dans la démocratie. Mais, quand vous choisissez cette option, ne laissez pas aussi les gens d'en face se taire. Quand vous voyez Yaïboni débarquer à Djefa, autour de lui Soglo, à Djavon et Tevouedjere, attaquer le pouvoir en place. Mais quand vous écoutez le même Yaïboni en 2012, parler en 2013, parler d'Adjavon et des présumées manœuvres frauduleuses concernant le dédouanement des produits. Donc, c'est des charges énormes contre le président Adjavon. Et il dit, moi je suis président de la République, Yaïboni. J'ai des preuves que je vous dis. Alors, quand vous avez entendu tout ça, et après, vous les voyez encore ensemble pour tirer sur celui qui est au pouvoir, vous vous demandez, mais où est le problème en fait? Ils se sont réunis pour la préservation de la démocratie. Et ils l'ont dit. La démocratie, ils étaient quoi? C'est un parti politique. C'est une organisation des droits de l'homme. Ils n'ont pas un mandat. Et même s'ils sont libres d'avoir leur position, donc ils sont libres de se réunir. Mais moi aussi, analyste, j'ai la liberté et la latitude de remonter à janvier 2016 pour constater qu'au champ d'oiseaux, les mêmes, il y a Yaïboni en moins, donc les mêmes, mais Yaïboni en moins, pratiquement, on fait la même décharge sur la gouvernance Yaï, quelques mois avant les élections. Alors je me dis, donc, c'est à l'ère du temps, c'est contre celui qui a le pouvoir. Mais la différence ici, c'est que Yaïboni attaquait déjà, avait des charges énormes contre le président Djavon. Des charges énormes contre le président Djavon. A fait des dénonciations quand même graves. Il n'a pas dit que c'est faux. Il n'est pas revenu dire, je me suis trompé, j'ai menti. On ne peut pas donner tout ça. Non, moi je ne suis pas dans le pardon. Je me dis, quelle est la force, quelle est la valeur de ces choses-là alors? Quand on les dit, on ne revient pas là-dessus pour dire je m'étais trompé, j'ai eu de fausses informations, et on devient allié. Ça vous pose problème. Ça pose le problème. Où est le problème? Qu'est-ce que moi je vais croire? Et pourquoi les croire alors? Sincère. Je peux me tromper. Mais il faut que je revienne pour dire, ah, j'ai dit la dernière fois telle chose, je m'étais trompé, je présente mes excuses. Du coup, je peux changer d'option. Comme moi je l'ai dit, je n'ai pas peur, je n'ai pas honte de dire, pendant la décennie Yaï, j'ai cru qu'il était sur le bon chemin et nous l'avons soutenu. Je ne fais pas d'un groupe qui l'a soutenu. Personnellement, je l'ai fait. J'ai fait des notes, j'ai écrit, j'ai fait de la COP, j'ai fait tout. Parce que nous croyons et nous on est resté jusqu'au bout. Il y en a qui ont déserté. Jusqu'au bout. Le président a eu ses deux mandats. 5 ans, 5 ans. Mais il n'a plus candidat à rien. On dit, mais vous avez changé de camp. Non, on ne change pas de camp. On ne change pas de camp. Le pays n'appartient à personne. Donc, chacun fait et il s'éclipse. Donc, tout citoyen, on ne réunit pas ce camp. Mais, comme je l'ai dit une fois sur ce plateau, à partir du moment où le président est allé à Djefa, valider ses injures contre celui qui exerce le pouvoir, je me suis dit, ah, donc notre président était alors dans la farce. Donc, moi, c'est un point de rupture. Donc, j'ai compris que c'était un jeu. Donc, quand on revient aujourd'hui à tout ce qui se passe, quand on voit le président Jonathan, le ministre Jonathan Gossou, faire le tour de l'Europe aujourd'hui, il faut voir qu'on est dans la farce toujours. Et, comme je vous dis, je vous sors cette déclaration, le pouvoir est divin. Est-ce que c'est le pouvoir de Yahi qui était seulement divin? Ou c'est le principe même du pouvoir qui est divin? C'est le pouvoir, c'est Dieu qui donne le pouvoir.
Et on doit respecter celui qui en est. Respecter, ne veut pas dire on accepte tout ce qu'il fait. On peut critiquer, mais il faut aller du fait au fait et non se présenter en victime. Et quand on est dans le cas d'espèce où il a fait divulguer des documents, ou dans le cas d'espèce où il a fait divulguer des documents, où celui qui l'a fait l'a reconnu, où on l'a convoqué, je ne comprends pas pourquoi il ne peut pas aller répondre de ce qu'on lui reproche. Pourquoi il se pose en victime? Pourquoi il attaque la justice? Pourquoi il attaque le pouvoir? Donc, quand vous faites les choses, vous instrumentalisez les populations parce que vous appuyez sur peut-être leur niveau d'incompréhension, sur leur colère contre le gouvernement dans n'importe quel pays en action cristallise parfois certains mécontentements. C'est normal si vous n'agissez pas. Quand vous agissez, quand vous devez changer tel secteur, changer tel autre, naturellement il y a des gens qui sont fâchés. Et quand, dans cette dynamique, on profite pour distiller du mensonge, ça pose un problème. Il y a une chose qui est claire, qui revient très souvent, c'est que les hommes politiques, et vous n'êtes pas, ce n'est pas aujourd'hui que vous l'entendez, même sur le plateau de télé, il est dit, un député aussi, il a martelé, qu'ils ne croient pas en la justice de leur pays. S'ils n'ont pas l'assurance de ce que ce sera équitable, est-ce qu'ils pourraient se présenter devant les juridictions ou devant la criette, par exemple? S'ils ne croient pas en la justice, je l'ai dit, c'était totalement grave, et ailleurs, on l'aurait invité pour qu'il se reprécise le fond de sa pensée, parce que c'est une négation. On a dit que c'est un déni de tout ce que... C'est une des bâtisses fondamentales de notre Constitution, la justice et son organisation. C'est précisé au niveau de la... Donc, quand un élu du peuple dit « je ne crois pas en la justice », mais c'est au nom de la justice qu'il a été élu. Avec c'est cette justice qui a étudié ce dossier, qui a fait qu'il est allé aux élections, qui a proclamé les résultats. Parce que la justice est, comme je dis, il y a la justice constitutionnelle, la justice financière. Aujourd'hui, bon, c'est dans la Cour suprême. Et la justice judiciaire, par exemple. La justice administrative. Quand je ne crois pas à la justice, je ne crois en rien à l'appareil judiciaire de notre pays. Du coup, il ne croit même pas à son élection. En tant que député, par exemple. C'est pour ça qu'on dit que déjà, il dit des choses graves. Donc, il ne maîtrise pas le contenu. Ils le disent parce que les circonstances les obligent à le dire. Il faut qu'ils apprennent à analyser les contenus réels, à analyser le fond, hein, les portées des propos qu'ils tiennent, pour ne pas se renier eux-mêmes. Donc, comme je le dis, vous ne pouvez pas dire je ne crois pas. Moi, j'ai mes avis sur beaucoup de situations. Que ce soit les décisions de la Cour constitutionnelle, que ce soit certaines décisions judiciaires, j'ai mes avis de citoyens. Je peux ne pas être d'accord, je peux critiquer. Mais pas, il y a toujours une limite, le respect de nos institutions. Nous devons apprendre à respecter nos institutions. Manifester un mécontentement, comme je vous l'ai dit, dans le cas d'espèce, les avocats du président Javon ont ils ont dans tous leurs droits d'avoir des craintes, d'avoir des appréhensions. C'est normal. Ils posent le problème. Ils estiment que les conditions sécuritaires ne sont pas remplies pour que leurs clients viennent au Bénin. C'est leur lecture. C'est leur lecture. Ils ont fait quels actes ont été posés contre la sécurité du président Adjavon. Mais c'est leur lecture. On ne peut pas le leur retirer. Mais de cette lecture découlent beaucoup d'autres choses. Donc, le jugement par défaut. À partir du moment où vous avez opté pour ce choix, il faut savoir que les autres disposent aussi d'une porte de sortie. Et ce n'est pas la première fois qu'on l'utilise. Je me rappelle, le président Gbagbo a été jugé dans une affaire de droit commun par opposition. Et par défaut. Et après, il a fait opposition. Et le dossier a été réouvert en sa présence. Par exemple. Donc, il n'est pas interdit qu'au niveau de la criette, que si les avocats font opposition à la décision, que le dossier soit réouvert et rejugé par la criette. Mais en présence du prévenu. Donc, en présence du prévenu. Donc, on reviendrait à la case départ.
Oui, il faut d'abord... Qui laisse se constituer voilà. prisonnier, puisqu'il est condamné avec mandat avec un mandat d'arrêt. Donc, il faut déjà qu'il aille se constituer prisonnier, il fasse opposition, et il y a toute la suite qui suit. Donc, c'est des choix, mais ça, c'est pas inventé sur le président Javon. C'est ça ici, c'est l'organisation classique du système judiciaire. Il y a tout de même un aspect qui a été évoqué, par exemple, où le greffier estime que, voilà, il peut venir, le Conseil de la Défense pourrait venir pour avoir accès au dossier, mais le président, par la suite, le président a dit non. Alors que le greffier avait donné quand même son avis favorable pour l'accès au dossier. C'est ce qui a été dit ici. Il faut bien écouter le président ou bien aller voir dans quelles conditions, parce que Ça a été... ça a été dit. Puisque j'ai écouté, mais je n'ayant pas vérifié, n'étant pas... Ce qui est sûr, il doit avoir eu quelque chose entre ce moment-là, au moment où le greffier a demandé de venir, parce que bon, qui est titulaire du dossier, c'est celui qui instruit. Ce n'est pas le greffier. Le greffier ne peut pas décider de mettre un document à disposition si, il n'y a pas eu de jugement, il n'y a pas encore des actes de procédure, c'était des trucs d'instruction. Alors, il doit y avoir un malentendu à ce niveau. Un malentendu. Vous savez, au niveau de l'organisation judiciaire, du fonctionnement, donc de la mise en place de procès, il y a beaucoup de situations conflictuelles. Parfois, on va même devant le juge constitutionnel. Après, on va devant le juge administratif. On va devant le juge judiciaire. Parce que, il y a, par exemple, les exceptions d'inconstitutionnalité, par exemple. On estime qu'un droit fondamental est violé. Une procédure fondamentale n'est pas réunie. On va à la Cour constitutionnelle. Et la Cour tranche d'abord, avant qu'on poursuive le procès. Donc, les avocats avaient plusieurs méthodes, ils avaient plusieurs pistes. Hein. Mon problème est qu'ils ont étudié leur dossier? Ils ont dit qu'ils n'ont pas eu de dossier. Mais le cas est là. Est-ce qu'ils ont regardé notre code de procédure pénale réellement? Est-ce qu'ils l'ont analysé? Est-ce qu'ils ne sont pas rentrés systématiquement dans la posture de victimisation et dire notre stratégie, c'est tirer à dire sur la justice béninoise? C'est montrer que la criette n'est pas qualifiée. C'est montrer que le procureur spécial est aux ordres. C'est montrer qu'il n'y a plus de justice au Bénin. C'est montrer que M. Adjavon fait l'objet de poursuites politiques. C'est une option. Et les avocats sont outillés pour utiliser ce type de méthode dilatoire. Ça fait partie de leur stratégie. Tout comme j'ai vu un groupe d'avocats qui écrit pour dire qu'ils sont contre la criette, mais ils sont contre. Et justement, vous interpelliez tout à l'heure les universitaires. Les avocats ont pris leurs responsabilités puisqu'il y a une assemblée générale. Mais c'est quoi la responsabilité des avocats? Les avocats ne font pas la loi. Les avocats ne font pas la loi. Mais moi, j'attends bien leur colloque. Mais ils veillent au respect de la loi. Mais ils sont comment, quand une loi est mauvaise, comment on peut agir, ils vont changer. L'initiative de loi appartient concrètement aux députés et aux chefs d'État. Mais ils n'ont qu'à aller faire du lobbying au niveau des députés. Après cette assemblée générale, par exemple. J'espère bien pour eux, mais ce n'est pas dans les médias que les lois sont changées. Ce n'est pas les bruits qui changent les lois. Les lois sont discutées au Parlement et votées. Il peut y avoir d'ordonnances en situation particulière. Ils connaissent mieux que moi, puisqu'ils ont étudié ça. Donc, quand une loi est votée régulièrement, je l'ai dit au début, projet ou proposition, déposé dans les formes de l'art, discuté dans les règles de l'art, voté dans les règles de l'art, contrôlé par la juridiction constitutionnelle, promulgué, publié. Mais quand vous avez fait tout ça, il n'y a pas un seul qui viendra dire que ça n'est pas constitutionnel. Il n'y en a pas. On peut avoir ses avis. Comme je dis, chacun peut avoir son avis là-dessus. Mais c'est pas parce qu'on est avocat qu'on dit que c'est mauvais, que c'est mauvais. Et donc la bataille ne devrait pas être universitaire qu'on dit que c'est mauvais, que c'est mauvais. Même l'homme de la rue, quand on le poursuit pour les casques, et il dit que c'est mauvais, lui il est libre de dire que c'est mauvais. Mais celui qui a qualité d'autorité publique peut prendre certaines mesures de sécurité publique aussi. Et en la matière, l'État
l'État a une force. Hein, l'État a une force énorme en la matière. Donc, les avocats ne font pas la loi. Ils sont comme les juges, ils appliquent. Les avocats s'inspirent de la loi pour défendre. S'ils n'ont pas la possibilité de pouvoir défendre leurs clients devant la criette, est-ce qu'ils ne devraient pas se réunir véritablement? Non, moi, je ne peux pas. Qui suis-je pour leur interdire de se réunir? Je n'ai pas qualité. Mais ce que je dis simplement, je dis, un, ce n'est pas les avocats qui votent les lois. Deux, ce n'est pas dans la presse que les lois sont changées. Et trois, ils connaissent mieux que quiconque les procédures. Donc pour moi, je pense que durant l'excès de laisse, première chose. Deuxième chose, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Cette loi a été votée, discutée au Parlement, a suivi toute une procédure. Les gens de la criette ont été nommés. Jusque-là, il n'y a pas eu de polémique. C'est quand les premières décisions ont commencé qu'il y a polémique. Et on a dit, ah, c'est mauvais, le texte est mauvais. Mais pendant ce temps, on était où? Pour le code électoral, il y a eu beaucoup de bruit avant. Au moins, il y a une disposition qui ne figure pas. C'est celle qui dit que les chefs de l'État, quand ils sont candidats, ils plaident leur... Au moins, les bruits ont empêché ça. Donc, on aurait fait du bruit suffisamment autour de la criette. Peut-être que ça aurait changé. Moi, je ne fais pas l'apologie de la criette. Je ne suis pas à la base de la criette. Je n'en suis pas membre et je ne suis pas défenseur. Dans d'autres fonctions, j'étais à l'autorité nationale de lutte contre la corruption, où nous avions estimé que pour la célérité et pour l'exemple, qu'il y ait une cour spéciale pour s'occuper des questions de lutte contre la corruption et des crimes économiques et du terrorisme. Et j'ai appris, j'entends que les gens disent mais, que on a créé une juridiction, une loi qui vient aujourd'hui ne peut pas statuer sur les faits d'hier. Oui. Non. La loi n'a pas créé de nouvelles infractions. La loi a créé une juridiction. Les infractions sont qualifiées par d'autres lois qui existaient. C'est ça. Les infractions sont qualifiées par d'autres lois qui existaient au moment où elles ont été... En tout cas, elles ont présumé avoir été commises. Mais la loi n'a pas créé de nouvelles infractions. Que je sache, la criette ne crée pas les infractions. La criette juge des cas d'infractions déjà prévus par les lois. La loi sur le terrorisme, sur le blanchiment, la loi sur la lutte contre la corruption et autres infractions connexes à la République du Bénin, et d'autres lois. Mais on a déjà constaté que parmi les premiers clients de la criette, il y avait déjà eu 20 ans d'emprisonnement. Et on a 20 ans aujourd'hui encore. La peine maximale semble être l'option choisie. La criette peut avoir choisi de décourager fortement ce type de pratique en appliquant la totale. Là, c'est laissé à l'appréciation du juge. Donc, c'est laissé à l'appréciation du juge. Les chercheurs, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de possibilités pour les citoyens, selon les catégories dans lesquelles on est. Vous savez, j'attends le 23, j'attends les avocats pour voir un peu ce qu'ils vont... Vous savez, moi j'attends de lire ce qu'ils vont ressentir. Parce que, oui, dès que la loi est sur le marché, beaucoup peuvent, on peut dire beaucoup. En tant qu'homme des médias, nous avons combattu à un moment donné la loi 72. On dit que c'est une loi liberticide. Parce qu'il y avait les peines privatives de liberté. Mais la loi 2015-07 n'a pas changé réellement, à élargir certaines choses, à moderniser certaines pratiques. Mais il y a toujours des peines de prison. Donc on peut attaquer une loi. On peut ne pas être d'accord dans le contenu d'une loi. On peut juger une loi. Mais on ne peut pas refuser de se soumettre à la loi. On peut juger une loi à son niveau. Mais on ne peut pas refuser de se soumettre à la loi ou s'en prendre aux commissaires de l'État, c'est-à-dire aux citoyens chargés par l'État d'appliquer la loi. On ne peut pas s'en prendre à leur personne. On doit s'en prendre à eux parce qu'ils sont là pour appliquer la loi et non pour créer la loi. Si la loi est mauvaise, il faut remonter à là où on la fabrique et refaire le débat, puisque ceux qui l'ont voté peuvent l'amender. Et donc il y a toujours des possibilités de retoucher à la loi. Et on a parlé du cas du Sénégal. Oui. Où son texte a été revu d'une certaine manière. Donc, il y a des possibilités.
Et comme le disait Paul Emerico Agobi, on est dans une marche, on pourrait apprendre des insuffisances Exactement. véritablement. Donc, Mais est-ce que donc le destin de la Créette n'est pas menacé avec ces polémiques déjà? c'est possible. Vous savez, c'est les rapports de force politique. C'est les rapports de force politique. Comme je dis, on ne peut pas opter de rentrer sous la pluie et dire mais pourquoi je suis mouillé. On a choisi une démocratie libérale. On a choisi une organisation institutionnelle où c'est le Parlement qui vote les lois, où les députés, le Parlement composé des députés élus par le peuple et qui est leurs représentants, qui sont leurs représentants. Dès lors, tout se joue au Parlement. C'est le lieu où tout se joue. C'est le haut lieu de la politique. Les options que font les députés sont des options politiques, parfois politiciennes. Mais c'est de leur bon droit, puisque notre constitution est claire là-dessus. Alors, parfois, les élections politiques, les députés sont à la sorte. Non, c'est des politiciens. Et l'art de gouverner relève de la politique. Et les textes votés par le Parlement sont des textes qui organisent notamment le secteur politique. Même les options économiques relèvent de la politique. Même les options de sécurité relèvent de la politique. Parce qu'il y a plusieurs options. Donc, faire un choix est déjà une orientation et répond à une politique. Donc, la création de la Créette participe d'une politique, celle de ne pas de mener une guerre sans merci contre les crimes économiques et le terrorisme. Après, quand nous sommes frappés par cette loi, c'est normal qu'on ne soit pas content. C'est humain qu'on ne soit pas content. De toute façon, l'ancien ministre... On doit s'en prendre à ceux qui l'appliquent, les tests. Et on peut chariter ceux qui l'ont voté. On peut crier son dégoût du test. On peut manifester du matin au soir contre le test. Mais on ne peut pas empêcher que le test soit appliqué. La politique pénale du gouvernement a été claire et ça a été annoncé d'ailleurs par l'ancien ministre de la Justice, aujourd'hui président de la Cour constitutionnelle. La politique pénale, c'est bien rigide par rapport à certaines infractions. C'est clair. C'est clair, c'est connu. On n'a rien inventé. Pour un certain renforcement de la cohésion nationale, on pourrait être quand même un peu flexible par rapport à certaines... Mais la cohésion nationale veut qu'on extraye justement de la classe, de la communauté, ce qui est enfin les règles. C'est aussi ça. Après, ça peut nous toucher. Nul n'est à l'abri, sans doute, puisque vous pouvez tomber dans le coup de la loi à tout moment. Le maître a évoqué le cas de Todjinou, une personnalité de cette envergure qui se retrouve avec un véhicule sans fil technique, non, ou bien sans assurance. Ça ferait polémique. Alors si c'était moi, personne ne parlerait, puisque moi, je suis embrouillé je suis dilué dans l'ensemble. Et donc, bon, voilà, on me conduirait, voilà, on me garde à vue. Sans tapage. Sans tapage, peut-être. Donc, c'est pas parce qu'il y a bruit que tout est mauvais. Et c'est pas parce qu'il y a calme que tout est bien. Le problème, c'est qu'il faut savoir où est le milieu. Comme je le dis, moi, je reprécise que je n'ai rien contre ceux qui ne sont pas d'accord avec la Créette. J'estime qu'ils jugent de leurs droits. Mais après ça, ils ne doivent pas faire entrave au fonctionnement. Ils ne doivent pas s'en prendre aux personnes chargées par l'État d'exercer la loi et de l'appliquer. Donc, les gens envoyés à la Créette. Mais ils ont leur liberté d'action, notamment travailler sur les députés pour que la loi soit revue. Donc, ils peuvent nous mettre d'accord. Ils n'ont qu'à travailler là-dessus. Je suis attentif aux tests des avocats. Je veux bien voir quelle est leur orientation. Parce qu'ils peuvent demander aux députés de faire un plaidoyer. Ils peuvent faire exactement. Ils peuvent faire un plaidoyer. Ils peuvent faire du lobbying. Ce n'est pas interdit. Mais, quand j'ai lu le test tel que c'est... Bon. Donc, moi j'attends de voir. Moi, je suis analyste. Je suis expert de ces questions. Je suis analyste. Je suis consultant sur ces affaires. J'attends de voir et je donnerai mon avis. Très bien. Mais mon avis reste mon avis. Beau expert que tu sois, analyste, commentateur, chroniqueur, tu n'as pas non plus la science infuse. Mais tu partages ton opinion avec d'autres. Et d'autres aussi peuvent donner leur opinion. Mais il ne faudrait pas qu'on ait l'impression que certains ont la science infuse et qu'on en est prêt. Et moi, honnêtement, je dois avouer, j'ai horreur quand le pays est sali. J'ai parcouru beaucoup d'autres pays. Ce n'est pas meilleur ailleurs qu'ici.
même ce qu'on appelle les grandes démocraties. Mais on a l'impression que c'est ici que tout est mauvais. Et on va se réfugier dans des pays où qui nous ont appris les choses qui sont... Écoute, c'est pas meilleur. La France, je suis le RTT tous les jours. Et je vois comment ils reviennent, ils remettent en cause systématiquement les règles établies. J'ai compris que c'est ça la dynamique citoyen-État. L'État étant proéminent pratiquement, les citoyens se battent pour faire préserver certains droits. Et dans la foulée, ils attaquent l'État ils attaquent fort pour peut-être avoir un peu. C'est les marges, c'est les normes en démocratie. Mais il faut savoir raison garder. Moi, je pense, comme Maître Ronald l'a dit, qu'il y a encore des ouvertures. Et que la personnalité de M. Adjavon ne peut pas passer inaperçue dans ce dossier. Et que les avocats, surtout ceux locaux, les personnalités proches du président Adjavon, les sages du pays, je pense qu'il y a encore de la possibilité pour qu'ils puissent regarder dans nos tests ce qui est possible. Et il y a plein de choses qui sont possibles pour qu'on remette peut-être là-bas la terre. Parce que si c'est pour aller sur la marginalisation, et la victimisation, la délation, attaquer nos institutions, je pense que c'est une fausse bataille. Ils ne gagneront rien parce que la loi est du côté de la criette. Et s'ils ne sont pas d'accord, la Cour suprême est là. Mais il y a la sagesse, il y a la médiation, il y a l'arbre à palabre, il y a tous nos dispositifs anciens qui peuvent toujours intervenir et faire fléchir. Il n'y a que M. Adjavon peut tout faire opposition. Quand certaines situations sont réglées, par exemple, quand certaines situations sont réglées en amont, qui peut faire opposition et de manière, avec une grande célérité, que ce procès eut lieu normalement. Donc, avec toutes les parties présentes, un bon débat et une conclusion qui, au moins, fera date. Donc, voilà une option. Il y en a beaucoup d'autres. Il appartient aux différents sachants, aux sages, aux autorités confessionnelles, à la morale, à tous ceux qui peuvent contribuer sur le plan technique du droit, sur le plan moral, sur le plan éthique, sur le plan social, tous ceux qui peuvent apporter des leurs pour que ce dossier, qui au départ est un dossier de droit, puisse trouver une issue qui nous arrange nous tous. Moi, je pense que nous aurons tous à y gagner. Très bien. Merci beaucoup à vous, Agapit Napoléon Maforican. Je rappelle que vous êtes expert en gouvernance, consultant médias et communication, consultant politique à ETélé. Merci pour la disponibilité. On vous retrouvera dimanche prochain pour le même exercice.